venez souvent ici ? Moi, c'est la 3e fois depuis à peu près 3 ans. Ok, il y a 3 ans, on allait moins quand même voir des cabarets travestis, des drag shows et tout. Moi, c'est un milieu qui me parle depuis pas mal de temps. J'allais pas mal en soirée LGBT. Et du coup, Madame Arthur, c'est chouette. C'est un peu une porte d'entrée dans cet univers. Après, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus intimistes, je trouve. Par exemple, La Bouche ou le Zep de Belleville. Ok, trop bien. J'ai envie de découvrir, je connais pas. Je suis une boumeuse des cabarets. Je suis Anaïs Kopman, j'ai 30 ans et je suis journaliste. Si je fais ce métier, c'est pour comprendre le monde qui m'entoure en allant à la rencontre des autres. Au fil de mon travail, je me suis rendu compte que chaque génération est représentée par des tendances culturelles fortes. Par exemple, dans les années 90, c'était l'émergence du hip-hop. Quand j'étais ado, c'était l'explosion de la télé-réalité. Et dans les années 2010, le boom du développement personnel. Aujourd'hui, d'autres tendances émergent et j'ai décidé d'enquêter là-dessus. Dans le podcast Nouveau Code, je vous emmène avec moi pour répondre à toutes les questions que je me pose sur les tendances culturelles des jeunes des années 2020. Ces questions, vous vous les posez peut-être aussi, et ensemble, on va tenter d'y répondre. Les drag queens et les drag kings, ça peut tout simplement être des personnes qui se maquillent et qui s'habillent de façon plus ou moins extravagante. Et ça, c'est déjà faire du drag et être une drag queen. Le drag, ça me donne énormément de force. Il y avait le truc de, si j'y vais régulièrement, peut-être que à un moment donné, je sauterai le pas. Et c'est ce qui s'est passé. Épisode 1, le drag et le cabaret, un art avant tout. Je ne suis pas une grande consommatrice de spectacles de drag. Ou plutôt, avant de tourner ce reportage, je ne l'étais pas. Mais à force d'en entendre parler, j'ai voulu m'y intéresser. Du coup, dans cette première saison de Nouveau Code, je cherche à comprendre comment les soirées drag et les spectacles de cabaret travestis sont devenus les nouveaux samedis soirs des 18-35 ans. Qui sont les drag queens et kings, les artistes des cabarets travestis, leur public ? Comment explique-t-il l'évolution de cet art festif et militant ? Pendant plusieurs semaines, je me suis faufilée dans les loges et le public du célèbre cabaret Madame Arthur. J'ai pris l'apéro chez la drag queen Lilo Paradise pour être au plus près de cette tendance qui est aussi culturelle que militante. Je suis à côté de chez Loa, là. Loa, donc, c'est une artiste transgenre. Le cœur de son art, c'est le chant. Et à côté, elle est performeuse chez Madame Arthur, notamment. Donc, dans le cadre d'un cabaret travesti. Elle est objectivement très douée de ce que j'ai vu de loin. J'ai trop hâte de lui poser des questions. Et puis voilà, je pense que commencer mon enquête par Loa, ça va me permettre de vraiment tirer le portrait d'une artiste hors pair qui représente vraiment ce phénomène de cabaret travesti. Et j'ai vraiment envie de savoir ce qu'elle ressent, pourquoi est-ce qu'elle le fait. Et j'espère aller la voir sur scène après. Bonjour. N'aie pas peur, je fais mes petits réglages. Nous sommes sur écoute. Entrer chez Loa, c'est comme entrer dans un cocon. Il y a un piano, un immense éventail contre le mur, de la fourrure négligemment posée sur une chaise, un univers aux accents burlesques qui laisse à penser que peu de choses séparent la créature de Madame Arthur de la personne de Loa. C'est trop mignon ici. C'est tellement personnalisé, je trouve. Ah ouais ? Ouais. Pour moi, ce n'est qu'un début. C'est vrai, tu viens d'emménager ici ? Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'apprendre à mieux connaître Loa, j'ai besoin de comprendre ce qui différencie deux pratiques qui cohabitent dans la pop culture d'aujourd'hui. Le drag et le cabaret travesti. C'est Loa qui m'apporte des réponses. Une différence avec le monde du drag, c'est que nous faisons uniquement de la voix accompagnée au piano et parfois d'autres instruments en français sur la scène de notre propre cabaret. Le monde du drag, qui est très florissant et très riche en variétés d'expressions, n'est pas spécialement interprété par des pianos-voix. Déjà, le monde du drag, ça peut être simplement aller en soirée et déambuler dans la soirée habillé en drag queen. Mais les drag queens et les drag kings, ça peut tout simplement être des personnes qui se maquillent et qui s'habillent de façon d'ailleurs plus ou moins extravagante dans le genre qu'ils souhaitent représenter. Ça, c'est déjà faire du drag et être une drag queen. Après, il y a des shows de drag queen où là, il va y avoir, c'est quand même souvent du lip sync. Les personnes font comme un genre de karaoké sur la musique qui est diffusée.
Et il y a toute une interprétation d'attitude, toute une déambulation, expression corporelle, danse, tout en bougeant les lèvres sur la musique. C'est une espèce de karaoké augmenté. Et il y a quand même beaucoup de liens avec la mode. Donc, généralement, ces prestations s'accompagnent de tenues qui sont faites parfois par les artistes, de perruques, de chaussures, de talons. Parfois, il y a des reveals. Les personnes, au moment explosif de la chanson, vont enlever un bout de la tenue pour en révéler une autre. Voilà, ça reste quand même du show. Mais c'est très bien, puisque ça permet aussi de garder un show audiovisuel qualitatif et pas besoin d'avoir des moyens... ou un talent certain dans ou le chant. Pas besoin de savoir chanter, oui. Voilà. Apolline Bazin, journaliste culture et autrice de l'ouvrage Drag, un art queer qui agite le monde, est du même avis que Loa. Selon elle, ces deux disciplines se rejoignent sans être les mêmes pour autant. Chronologiquement, le cabaret, en tout cas en plus en France, préexiste à ce qu'on appelle aujourd'hui la culture drag, qui est largement façonnée par des standards qui viennent des États-Unis. Le cabaret, ça émerge au 19e siècle à Montmartre. C'est un lieu de fête et de rencontre où on assiste à des cafés-spectacles et le public populaire se mélange à peut-être un peu d'autres couches un peu plus aisées de la population. Donc, le cabaret, c'est un lieu d'expression populaire où il y a un certain affranchissement des normes sociales, une certaine liberté de ton, de gouaille. Donc, en fait... Après la Seconde Guerre mondiale, c'est un lieu où émergent des premières communautés festives trans et homosexuelles à Paris. C'est des lieux de fête, c'est aussi du coup des lieux de conscientisation. À Paris, dans les années 30, l'homosexualité n'est pas criminalisée, ce qui en fait un peu une exception et ce qui fait que Paris a un moment un peu de capitale gay avec le cabaret lesbien chez Moon. Il y a vraiment un truc autour de chanter. Les premières stars trans qui émergent viennent du cabaret en France. Dans les années 50, il y a d'abord Coccinelle et puis il y a Bambi, qui sont des ancêtres et des grandes référentes pour toute la communauté LGBT, mais en particulier pour les artistes drag. Et donc ces deux femmes trans, elles ont la particularité donc d'avoir été meneuses de revue et d'avoir chanté, dansé, organisé leur transition aussi à une époque où il y avait accès à aucune information. C'est vraiment les tout débuts des informations sur la prise d'hormones et sur après les chirurgies d'affirmation de genre. Dans l'ensemble, il y a quand même un objectif d'une certaine performance de genre qui occupe vraiment une place très importante. C'est devenir un personnage, devenir autre que soi. Alors des artistes de cabaret se créent un personnage aussi, hein, mais ça prend pas la même place versus dans le drag. Si je comprends bien, la culture du drag et celle du cabaret travesti se rejoignent d'abord au niveau de la transformation sur scène et de plusieurs formes d'expression artistique. Du coup, je me demande à quoi ça ressemble vraiment un spectacle dans un cabaret travesti. Je me demande qui sont les créatures de Madame Arthur, quels sont leurs multiples talents, comment elles se préparent. Ça tombe bien parce qu'après notre interview, Loa m'a proposé de la rejoindre le samedi suivant pour me permettre de découvrir, ressentir et de vous partager cette expérience qu'est la scène et ce qui se cache derrière la magie de Madame Arthur. Madame Arthur, pour parler du cabaret le plus en vogue de France, c'est une salle située dans le 18e arrondissement de Paris. Créé en 1946, c'est le premier cabaret travesti de France et de la capitale. 78 ans plus tard, c'est encore et toujours une institution, comme son club le Divan du Monde, où on peut faire la fête du lundi au samedi. Sur les coups de 21h, j'ai donc retrouvé Loa et ses acolytes Power Bottom et La Rosée dans les loges. Un lieu isolé du tumulte où les artistes peuvent se retrouver à l'abri du public. On pourrait croire que le calme règne, mais pas du tout. Au milieu des miroirs entourés de néons, des boas en plumes violettes et des accessoires en tout genre, les artistes discutent, rigolent et chauffent leur voix, tout en se métamorphosant. Merci. Bonjour. Bonsoir. Oh my god. Je viens de croiser Tom en bas. Ça va, j'ai pas la bise, du coup je suis plein de bouche à raser. Salut, Anaïs, enchantée. Tom, enchantée. Grâce à cette rencontre, je comprends mieux la multidisciplinarité de l'art du cabaret travesti et surtout de celles et ceux qui l'incarnent, qu'on retrouve aussi dans les drag shows. J'ai l'impression que ce qui vous lie,
un des points communs, c'est quand même d'avoir plein de cordes à vos arcs. Et oui, globalement, pour être ici, il faut quand même être assez, on va dire, multitâche, dans le sens où c'est quand même mis en scène, surtout en bas, où du coup, il y a forcément du théâtre, beaucoup d'improvisation. Après, Power Bottom est drag king chez Madame Arthur. Il joue avec les codes de la féminité et de la masculinité. Il est aussi très bien placé pour décrire l'effet cabaret, tout en se définissant comme drag. La preuve que dans ce monde, il n'y a pas de règles, pas de cases. On peut être qui on veut. Mais il y a aussi l'esprit cabaret qui est en fait juste de pouvoir improviser sur scène, de pouvoir jouer avec le public, de pouvoir par exemple jouer avec l'erreur aussi, parce qu'en fait on prépare nos shows hyper rapidement, donc s'il y a un problème technique, en vrai c'est un talent de pouvoir genre faire rire toute une salle à propos d'un problème technique, moi je trouve personnellement. Chez Madame Arthur, ces disciplines se performent à plusieurs. Après s'être maquillées, habillées, échauffées, les 3 créatures enflamment ensemble la scène et avec le Club du Divan du Monde 3 fois par soirée. Le trio joue au piano, à la guitare, danse, chante, captive et entraîne le public. Ce soir-là, comme tant d'autres soirs, le cabaret de Madame Arthur est une immense fête. Vous ressentez quoi quand vous êtes sur scène ? Moi, je dirais de l'euphorie. Lié à quoi ? Au sentiment de liberté ? En fait, j'ai le bonheur et puis en même temps un truc hyper excitant. Enfin, on est dans le live, dans la performance. C'est un peu l'apothéose après toute une préparation de make-up comme on fait là. Cette fameuse préparation revient souvent dans nos échanges. Les artistes drag et de cabaret accumulent les tenues, les perruques, les talons hauts pour assumer leur place, les faux cils pour allonger le regard, les bases de contouring pour accentuer ou diminuer les traits du visage et des arcs-en-ciel de fard à paupières pour jouer avec les coloris. Et la liste n'est pas exhaustive. Allô ? Ouais, coucou, je suis dans ta cour. Ok, alors tu vois. J'ai rencontré la drag queen Lilou Paradise, l'exemple parfait. J'ai croisé sa route un dimanche devant le Wanted, un bar du 19e arrondissement de Paris qui organise des brunchs drag tous les week-ends. Perchée sur ses immenses talons, coiffée d'une ondulante perruque blonde et maquillée comme une pro, elle m'impressionnait vachement. Motivée par ce hasard de la croisée, j'y suis quand même allée franco et je lui ai proposé de l'interviewer. 4 jours après, elle m'accueillait chez elle. Bienvenue, pardon pour le bordel. Oh là là, c'est trop cool. C'est un appartement de drag queen, donc c'est le bordel, forcément. C'est-à-dire parce qu'il y a des perruques. Parce que ça déborde de partout. C'est là que le travail agit, hein, tu vois bien, vu la table qui est dégueulasse. Voilà, et en bordel. C'est là que la magie opère. Mais ouais, les appartements de drag queen, on fait un petit peu comme on peut pour pouvoir caser tout le matos. Hein, ouais, j'imagine que ça doit pas être simple. Ouais. Donc Étienne, enchanté. Je t'ai vu avec cette perruque. Quand on s'est rencontrés ? Oui. Celle-ci. Dimanche. Celle-ci. Ah ouais, donc rien à voir en fait. J'avais une chance sur 4. Rien à voir. Mais parce que t'as vu mes photos, j'imagine. T'as vu mes photos. Bah oui, il y en a pas mal avec celle-là. La noire, c'est une nouvelle. Trop stylée. Ouais. Lilou adore jouer avec tous ses accessoires. Mais ça a un coût. Surtout lorsqu'on n'est pas rattaché à une salle de spectacle, comme les créatures de Madame Arthur. Lilou, ou Étienne le jour, est seul à assumer les frais de ses spectacles. S'il peut se le permettre, c'est plutôt grâce à son travail d'animateur périscolaire qu'au cachet de ses shows, qui sont aléatoires selon le nombre de représentations par mois et le salaire alloué. Plus un artiste drag veut aller loin dans les compétitions, plus ça lui coûte, en temps et en argent. Il faut savoir que pour la Drag Me Up, il faut avoir 4 étoiles pour accéder aux demi-finales. Pendant 4 dimanches minimum, tu dois venir avec 3 tenues différentes. Enfin, c'est une course, quoi. C'est un vrai marathon. Ça coûte très cher, ça, non, ça aussi coûte très très cher. Le drag coûte très très cher. Il faut savoir, si vous voulez vous lancer dans le drag, que vous allez raquer. J'espère que vous avez un boulot à côté parce que ça coûte énormément d'argent et pas que dans les perruques, les costumes et tout ça. C'est combien de temps pour se maquiller et se démaquiller ? Moi, on va dire, quand je me presse pas, je le fais en 2 heures, 2 heures et demie. Ah ouais. Quand je suis pressé, on va dire qu'en 1 heure et demie, ça peut être fait. Mais après, il faut coller la perruque, il faut se mettre les bijoux, il faut se mettre les trucs, enfin voilà, les talons, tout ça. D'après une enquête du média Vice, les queens de l'émission RuPaul's Drag Race dépensent entre 4 000 et 20 000 $ pour concourir.
À vos dragues. Prêts. Partez. Ce soir, une de nos 4 finalistes succédera à Kiona. L'émission RuPaul's Drag Race est diffusée en France sur France 2 et sur France TV Slash. C'est l'adaptation française d'une télé-réalité américaine diffusée pour la première fois en 2009. Ce cast s'annonce très très fort. Le concept est simple et efficace. Des drag queens se mesurent les unes aux autres par show interposé et sont évaluées par un panel de juges présidé par le célèbre RuPaul, star ultime et historique des drags et présentateur de l'émission. L'objectif est de devenir, je cite, les prochaines superstars du drag et de médiatiser cet art du divertissement. Au final, quand on dézoome, le système Drag Race et les moyens qui sont mis autour restent l'exception versus l'ordinaire de la communauté qui est quand même plutôt constitué de geeks dans des cafés, de shows qui sont organisés toutes les semaines, tous les mois. On n'est pas sur les mêmes rythmes, on n'est pas sur les mêmes standards. Pour beaucoup, ce n'est pas un métier. C'est le cas de vraiment beaucoup de personnes, effectivement, qui ont un métier à côté. Il y a une autre option qui est les personnes qui arrivent à devenir un peu artisanes du drag. Je pense là à, par exemple, Itsu Blue, qui est créatrice de wigs, fait des perruques vraiment pour beaucoup de personnes. Et voilà, ça peut être aussi les ongles, ça peut être aussi la création. Esther, elle crée des pads, les renforts en gros pour façonner sa silhouette. Il y a des queens qui vivent bien, mais c'est pas la majorité effectivement, et c'est des personnes qui font pas que de la scène. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage qu'elles ont créé, leur renommée, elles le mettent aussi à profit. Elles interviennent dans des entreprises, travaillent avec des marques. Sinon, c'est ce travail médiatique en fait de devenir une des sources quand même majeures de financement pour des drag queens en France, c'est être influenceuse. Power Bottom, drag king chez Madame Arthur, qu'on a entendu tout à l'heure quand j'étais dans les loges, trouve une certaine forme de stabilité en tant qu'artiste rattaché à un cabaret, contrairement à Lilou Paradise. Tout comme ses acolytes de cabaret, il a un salaire et un emploi du temps fixe, une équipe, que la salle soit vide, mais ça n'arrive jamais, ou pleine à craquer. Tu dirais que c'est quoi la principale raison pour laquelle tu performes ici ? Parce que j'aime chanter et j'aime performer, jouer avec le genre et puis faire du drag. Donc en fait ici c'est un peu tout à la fois et surtout rencontrer plein de gens hyper chouettes et aussi être payé. C'est-à-dire qu'ici on a un salaire qui est à la hauteur de l'investissement, de l'envie. Oui, ça nous permet on va dire ça. Ça reste un monde précaire, le monde du cabaret et le monde du travestissement. Le système économique de Madame Arthur fait qu'on se sent pas non plus trop dans la précarité ici. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est bien, quoi. Ok. Et puis le système son, le système lumière est génial. On n'a pas non plus à s'inquiéter. On n'est pas les organisateurs, donc on n'a pas à s'inquiéter qu'il y ait du monde ou pas. On n'a pas à faire de la pub tous les jours pour que les gens viennent. Ah, voici Chloé, notre régisseuse. Tu connaissais, non? Mais bien d'accord. sûr. Je vous amène nos gourdasses. Merci Chloé. Et ça, c'est quoi ce que vous avez? Alors ça, c'est nos tickets boissons. Oh là là, les coquins. Voilà, comme dans tout lieu. Est-ce que vous voulez que je vous amène du coca, un truc Ah, moi je veux bien du coca, s'il te plaît, Chloé. Ok. Du champagne. Ah oui, c'est champagne, samedi, Chloé. Bon, je dis qu'on est précaire, mais oui, on a un peu de champagne. C'est un milieu précaire ici. Chloé, champagne. Champagne ou pas, performer pour un cabaret ne veut pas dire être assisté. Il n'y a pas de maquilleur, pas d'habilleur. Chaque artiste arrive et repart avec ses pinceaux, sa poudre, ses barésilles et son talent pour se réinventer à chaque apparition sur scène. Tout ça contribue à plusieurs objectifs, dont le premier est le suivant, faire briller les yeux du public. Et là, du coup, vous changez de déguisement? Ouais. Pas de déguisement, de costume. Ouais. Allez, on passe à la night. Vous êtes obligé normalement de vous changer? Bah, en fait, c'est aussi la culture cabaret, c'est ça. Voilà, la culture drag, la culture cabaret, il y a un délire très... c'est très connecté au monde de la mode, un peu, tu vois. Et il y a une envie de se changer à chaque set. Nous, ici, c'est un peu la machine. On peut monter à 10, 12 prestations par mois, donc ouais. C'est un peu la machine. Mais le monde du drag, il y a une émulation quand t'es booké quelque part.
Donc t'inquiète, tu sors tes meilleures tenues et tu t'en montres un maximum, etc. Le drag et le cabaret forment un art à part, une performance pleine de formes, de couleurs, de talents. Maquillage, couture, humour, danse, chant, acting. Cette palette de savoir-faire, c'est très clairement ce qui plaît aux 18-35 ans. Je pourrais m'arrêter là, mais l'aspect artistique est loin d'être la seule raison pour laquelle cette tendance culturelle est aujourd'hui un réel phénomène de la pop culture, plus particulièrement chez cette génération. Car le drag et le cabaret sont aussi et surtout des lieux d'expression queer. Des lieux festifs et engagés par et pour la communauté LGBTQIA+. C'est de ça qu'on parlera dans le 2e épisode de cette première saison de Nouveau Code. Nouveau Code est un podcast Énergie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur l'application et le site Énergie, rubrique podcast.